Donc, avant la journée de demain, il faut que nous soyons clairs. La journée de demain, qui est la journée du 4 août 2025, au moment où les audiences publiques sont au niveau du Conseil constitutionnel, il faut comprendre quels sont les enjeux. Quels sont les enjeux de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun? Ces enjeux-là devraient interpeller la décision que le Conseil constitutionnel doit prendre à la suite des recours, des 35 recours, et notamment d'un recours qui attire l'attention de la majorité des Camerounais, c'est-à-dire le recours du candidat Kamto qui a été investi par le Mandem. Quels sont les enjeux d'une élection présidentielle comme celle de 2025 pour notre histoire politique institutionnelle? C'est très important. Il ne faut pas penser que si aujourd'hui les acteurs principaux, l'acteur principal de l'opposition au Cameroun qui milite pour la rupture est écarté, que ceux qui seront appelés à concourir sans Maurice Kamto seront en mesure de gouverner, parce qu'il faut aller aux élections. On élit les gouvernants pour gouverner. Il faut savoir de quoi il est question. Les gouvernés doivent avoir une connectivité avec les gouvernants. Ça veut dire que ceux qui au soir du 12 octobre seront celui qui sera proclamé qui sera élu en attendant la proclamation officielle des résultats. Celui qui aura la tendance d'être élu doit être en mesure de gouverner. Ça, c'est très important. Dans la question de la légitimité des gouvernants, il ne faut pas qu'on arrive à une situation où ceux qui ont été promis se retrouvent en déconnexion totale avec les gouvernés. Donc, dans l'incapacité de gouverner. Il faut convoquer dans la question de la légitimité de monsieur l'élu au lendemain du 12 octobre. Quand on convoque ça, il y a la nécessité de voir quelle est la place de l'acteur central d'un processus électoral, qui n'est autre que le peuple souverain, dans sa liberté de choix politique. Le peuple souverain dans l'exercice libre de ses choix. Ce peuple souverain qui aujourd'hui, dans sa majorité, se retrouve en train d'être à la limite congédié du processus électoral en cours, au regard des manœuvres malicieuses que le régime entretient. C'est des préalables qu'il faut mettre sur la table. Alors, revenons au Conseil constitutionnel qui doit dire la loi en vertu du droit, le droit dans sa droiture. Le Conseil constitutionnel au niveau du Cameroun, le constat que nous autres avons fait, c'est que nonobstant, n'est-ce pas, ces compétences qui sont bien détaillées par la loi de 2004, en vertu de la Constitution de 1996, ce Conseil constitutionnel, le groupe des 11 sages, s'est curieusement réfugié sur deux compétences en matière politique électorale. La première compétence par laquelle brille le Conseil constitutionnel, c'est l'irrecevabilité. Pourtant, il y a la flagrance des dossiers qui lui sont soumis à sa juste appréciation et en vertu de ses devoirs statutaires et de ses responsabilités. À côté de la compétence de l'irrecevabilité, il y a une autre compétence intrigante. C'est l'incompétence. Le Conseil constitutionnel brille par la compétence de l'incompétence sur des questions qui sont pourtant évidentes. Quand on passe, prenons par exemple l'article 40 de la loi de 2004, le Conseil constitutionnel est garant de la régularité. Il veille sur la régularité des élections présidentielles, entre autres, et en proclame le résultat. Or, la régularité et la sincérité des élections présidentielles commencent par le processus préélectoral. Par exemple, les inscriptions sur liste électorale. Par exemple, la publication du fichier électoral national, article 80. Tous les recours ont été introduits par le phénomène Kamto. Le phénomène Kamto, aujourd'hui candidat aux élections. Mais, quelle a été la réponse du Conseil constitutionnel? On a assisté il y a une semaine à la dernière réponse. Le Conseil se déclare incompétent. À un moment donné, en janvier, ils ont dit, c'est tôt, il faut attendre que le corps électoral soit convoqué pour qu'il soit compétent. Le corps électoral a été convoqué,
il y a un recours et l'audience qui a eu lieu, je dis il y a une semaine, le Conseil constitutionnel a encore déclaré incompétent sur la question dont il est compétent et l'unique compétent. C'est-à-dire, en dehors du Conseil constitutionnel, nul ne peut être compétent sur ces questions électoralistes, notamment la publication du fichier électoral national et le fait que le code électoral ne soit pas spécifié. Mais le Conseil vous dit qu'il est incompétent. Donc, derrière la compétence de l'irrecevabilité et la compétence de l'incompétence par laquelle brille le Conseil constitutionnel, il y a une coloration de peur. La peur de dire le droit selon la loi écrite. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel s'est réduit et s'est réfugié derrière cette peur. Or, aujourd'hui, l'histoire interpelle le peuple camerounais. Le Conseil constitutionnel reste le dernier recours aujourd'hui, à partir de demain, lundi 4 août 2025, de sauver le Cameroun ou de le jeter dans l'irréparable. Parce qu'il faut comprendre, l'irréparable, il faut comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des Camerounais militent pour la rupture de l'ordre de 82. Et les manœuvres qui sont entreprises par cet ordre de 82, pendant les 7 dernières années, n'ont eu pour agenda à l'actif que l'élimination d'un candidat qui gêne, d'un acteur politique qui gêne, le professeur Maurice Kamto. Regardez bien les actions partant de 2018 jusqu'à ce jour, 3 août 2025. Le régime a fait du septennat, le septennat de tuer politiquement Maurice Kamto. On a vu les arrestations en 2019 et 2020. On a vu le report des élections municipales en 2025. On a vu la séquestration, la double séquestration du professeur Maurice Kamto, 70 jours dans son domicile. Et quelques jours encore ici même à Douala. On a vu les invectives alimentées par la préfectorale, monsieur le ministre de l'administration territoriale. On commence à constater encore l'incapacité, le refus systémique du déploiement du MRC, qui, depuis 2 ans aujourd'hui, veut installer le régional du Sud. On interdit les meetings. Le régional de Seine-Nord, on interdit. On a vu toutes ces manœuvres-là, tout un septennat qui a été outillé, pensé pour tuer politiquement Maurice Kamto. Jusqu'aux dernières manœuvres. Les manœuvres qui sont parties du lundi, le dernier jour de dépôt de candidature, avec la résurrection d'un certain Yebga qui est venu jouer les troubles. Aujourd'hui, on se retrouve au recours parce qu'on est allé ressusciter un certain Yebga qui, selon le Manidem, n'est plus militant de cette partie depuis au moins 2017. Vous comprenez que toute la manœuvre a été pour tuer politiquement le candidat Maurice Kamto, qui devient un acteur essentiel. Mais je me pose la question aujourd'hui, lorsque le Conseil constitutionnel va dire son droit, demain ou après-demain, comment est-ce qu'on peut gouverner le Cameroun sans que Maurice Kamto ne soit allé aux élections? C'est ça la question. On va le gouverner comment? On ne peut pas gouverner le Cameroun avec les voitures militarisées dans les carrefours. Il ne pourra pas nous gouverner pendant 7 ans de jour au lendemain avec les voitures militarisées dans les carrefours. Non, il ne pourra pas. On ne pourra pas, parce que ce n'est que la seule option. Si quand on ne va pas aux élections, ça veut dire qu'on va militariser le Cameroun. Et on ne voudrait pas arriver à cette situation. Oui, mais ça sonne comme une menace. Vous semblez menacer les institutions. Vous semblez indiquer que si... Je vais être sûr que c'est ce que vous dites, hein, parce qu'il faut que ça soit clair. Oui, est-ce que vous êtes en train de dire que si la candidature Maurice Kamto n'est pas acceptée, le Cameroun va être ingouvernable? C'est un mécanisme. C'est un mécanisme. Mais là, vous menacez les institutions. Il n'est pas question de menace. Il est question de ces institutions de faire respecter la loi. Oui, mais la loi, c'est déjà que il y a un juge électoral suprême que le Conseil constitutionnel... Donc on attend la décision. Mais voilà, pourquoi ne pas attendre? Pourquoi ne pas attendre que le Conseil constitutionnel rende cette décision-là pour effectivement prendre acte et puis je ne sais pas quoi. Lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que vous intimidez les membres du Conseil constitutionnel. Il y a plus de la lecture d'une conséquence évidente. C'est l'évidence de la conséquence. C'est-à-dire, si demain, 4 ou le 5, le Conseil constitutionnel venait à invalider la candidature Maurice Kamto, le Cameroun serait difficilement gouvernable. Pourquoi? Parce qu'il faut gouverner avec les gouvernés. Or, les gouvernés ne se retrouvent pas dans ceux qui vont partir aux élections, dans leur majorité. On ne gouverne pas par son bon vouloir. Il faut qu'il y ait la connexion entre celui qui est élu
Et la majorité de ceux qu'il est appelé à gouverner, ce n'est pas une invective, c'est une conséquence directe. C'est un mécanisme que personne ne pourra stopper. Il faut comprendre ça, disons les choses vraies. Personne ne pourra stopper les Camerounais à réclamer M. Kamto, la validation de la candidature de M. Kamto. Mieux aller battre Kamto dans les urnes et que de le battre par le vice institutionnel qui est mis en branle depuis 2018. Allez le battre dans les urnes. Que sa candidature, par les moyens de droit et de loi, soit validée, qu'on aille courir dans les urnes. C'est 1000 fois mieux. Alors, Émile Messi, est-ce que le Conseil constitutionnel joue sa crédibilité? Que dans les requêtes intéressent l'opinion publique, mais il y a surtout le cas de Moïse Kamto qui a été investi par le Manidem. Alors, est-ce que vous comprenez, je dis ça comment, il y a une sorte de... Un certain nombre de personnes estiment qu'il y a comme une sorte de levée de bouclier contre la candidature du professeur Moïse Kamto investi par le Manidem. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'il y a comme mouvement tout autour, l'agitation qu'il y a tout autour, et que certains prennent la lutte d'un complot contre le candidat du Manidem, Moïse Kamto? Alors, Duval, pour comprendre le jeu, c'est-à-dire le système d'interaction entre les différents acteurs, le système d'échange ou des relations entre les différents acteurs du champ politique, dans cette situation, il faut considérer l'enjeu. L'enjeu veut dire ce qui est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu dans l'affaire Kamto? C'est la reproduction du système en place. On peut appeler ça l'éternisation du régime Paul Biya au pouvoir. Alors, l'acteur central de ce régime est dans un état de faiblesse normal pour un homme de 92 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer la succession? Donc, l'enjeu, c'est la guerre de succession. Une lutte que les acolytes et les proches du président, partisans de l'ordre de 82, ne veulent pas engager avec les acteurs externes, les outsiders. Il faut donc neutraliser les outsiders. Ça veut dire ceux qui ne font pas partie du système afin de gérer à huis clos la succession à la tête de l'État après le départ de Paul Biya. Et Maurice Kamto, le MRC, incarne aujourd'hui le leadership du changement voulu par les outsiders, donc le peuple du changement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ne pas avoir ce peuple de changement à l'heure où ils vont engager la succession gré à gré à la tête de l'État, dans le remplacement de Paul Biya par un élément du système? Il faut à tout prix neutraliser celui qui incarne aujourd'hui de manière un peu plus déterminée la voix du peuple. Souvenez-vous, l'élimination du professeur Maurice Kamto ou sa disqualification à l'élection d'octobre a été convoquée des années 4 ans ou 5 ans avant. Vous savez, après les sueurs froides de 2018, avec l'opération non au hold-up électoral, il était question de détruire le MRC parce que c'était la première fois que le régime faisait face à ce type de résistance dans la rue après la résistance des années 90. On a pensé la dissolution du MRC. L'acte a été rédigé, mais n'a pas été signé. On a pensé la décapitation du MRC, l'implosion aussi du MRC, à travers certains acteurs militants qui ont été achetés pour faire imploser le MRC. On a décapité, on a mis des éléments stratégiques tels que le porte-parole, Bébou Nissak en prison, Alain Fogué en prison. Maintenant, ils se sont rendus compte que le MRC tient, le professeur Maurice Kamto tient, pas en tant qu'individu, mais l'incarnation de la voie du changement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire
il faut mettre en œuvre un bon nombre de mécanismes pour ne pas permettre au MRC et Maurice Kamto de pouvoir assister, de pouvoir gâter le match de 2025, qui pour le système est un élément assez important, était un moment assez important, parce qu'une fois le pouvoir récupéré sous couvert de M. Paul Biya, on va pouvoir décider de la succession. Alors ils ont d'abord surfé sur l'illégibilité du MRC à investir un candidat. L'élément phare utilisé a été le report illégal des élections législatives et municipales. Ayant constaté que le professeur Maurice Kamto restait déterminé, ils ont cadenassé l'option de l'obtention des 300 signatures et ils ont cadenassé également l'option de ce qu'ils eux-mêmes ils appellent parti Yango. Et ils étaient convaincus jusqu'au jour où le fameux officier de police a mis un document de la candidature de Kamto sur les réseaux sociaux. Le régime est donc pris de court. Toutes les options qui ont été mises en place pour empêcher le MRC, Maurice Kamto, de pouvoir participer aux élections à venir venaient de connaître une grosse défaite. Il fallait maintenant penser à autre chose. Et je vous le dis, c'est quelque chose qui a été pensé en avance. Vous vous souvenez, lorsque vous avez été suspendu, ainsi que l'émission Droit de réponse, en juillet 2024, je crois le 7 juillet, nous avons évoqué 2 cas ici. Le cas où le ministre de l'administration territoriale traitait Cabral Libi de Nounou, et le cas où il demandait à Maurice Kamto d'attendre 2032. Vous vous souvenez, il était péremptoire. Ça veut dire que c'est une décision mûrie, étudiée avant, pour ne plus avoir affaire à une opposition résistante. Et vous vous souvenez de récemment la sortie du ministre Sadi, qui a dit que si Maurice Kamto passe, sachez qu'on a violé la loi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été mûri. Alors, pris de court par l'option du Manidem, qui travaillait avec Maurice Kamto depuis des années, pris de court, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc aller exhumer, comme le disait tout à l'heure Willy, Monsieur Yebga, pour venir embrouiller le système, leur offrir un élément de disqualification. J'ai été très amusé tout à l'heure lorsque Monsieur Messi se battait à démontrer qu'il n'y a pas une certaine similitude entre le cas du RDPC et le cas du Manidem. Pas qu'il n'a pas raison. Il peut avoir raison. Il a même raison. Disons qu'il a même raison. Mais ce qui est curieux, c'est que dans le cas du MRC, le Conseil électoral a pris le temps de lire les textes du RDPC. Voilà. Donc a pris le temps de lire les textes du RDPC. Ouais. Et trouver que Léon Taylor n'a pas la bonne investiture. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont quand même pris le temps de lire le texte. Mais dans le cas du Manidem, on les envoie plutôt devant le Conseil constitutionnel. Parce que je suis convaincu que si Elekam avait accordé la même attention qu'il a accordé au RDPC, il aurait tout simplement validé la candidature de Maurice Kamto. Parce que ça coule de source. Je vais vous prendre un cas similaire au cas du Manidem. Le PCRN. C'est pratiquement le gars déposé c'est 30 millions comme Kamto. C'est pratiquement la même démarche, mais avec des traitements, avec des résultats totalement différents. Dans le cas du PCRN, Robert Kona attaque les décisions du congrès de Guy-Dikis. Il attaque à plusieurs reprises. Donc là, tu veux dire? Non, Guy-Dikis. Il va. Le tout premier qui avait investi. Exactement. Ça, c'est le premier. Il conteste les résolutions de ce. Parce que lui-même fait une autre là-bas où il a été investi lui-même, toujours à Guy-Dikis. Il conteste. Non, il va devant les tribunaux. Il va à Kaélé. Il va à Maroua. Il va en Fou.
et il perd. Pourquoi? Parce que on estime que le congrès a été tenu en bonne et due forme et par conséquent, il doit laisser Cabral Libye avancer. Dans le cas de Yebga, le Manidem veut organiser son congrès. Yebga demande l'annulation du congrès. Le tribunal se déclare incompétent. Par la suite, le congrès se tient, les résolutions sont produites, le ministre de l'administration territoriale valide les résolutions de ce congrès. Le président du Manidem s'appelle Anissé Ekane. Et tous les échanges entre les autorités et le Manidem étaient... le représentant du Manidem était Anissé Ekane. Donc, Anissé Ekane, du point de vue légal et administratif, est resté président dans la logique de l'ordre de 82 du régime de Yaoundé, est resté président jusqu'au jour où le régime a appris qu'il a décidé d'accorder l'investiture à l'ennemi politique le plus redouté, à savoir Maurice Kamto. Et vous voyez que on se rend à l'évidence que le MINAT, à chaque fois qu'il y a une situation au sein d'un parti politique qui ne l'arrange pas, il est toujours du côté des mécontents. Le MINAT, donc lorsque ça concerne l'opposition, il est toujours du côté des mécontents. Si le RDPC était un parti d'opposition, le MINAT serait aujourd'hui derrière Taylor. Donc il s'arrange à être d'accord avec ceux qui contestent, contestent lorsqu'on est en situation d'adversité. C'est comme ça que le MINAT a fait avec Kawala, c'est comme ça avec l'UPC, c'est comme ça aujourd'hui avec le Manidem. Et il y a ceux qui vous disent aujourd'hui que si le MRC avait eu des élus en 2020, il ne serait pas dans les problèmes aujourd'hui. Moi, je dis c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que si le MRC avait eu ses élus et présenté un candidat, je suis convaincu que le MINAT allait s'aligner derrière des prétendus contestataires au sein du MRC, et Maurice Kamto allait se lever un beau matin en visitant le site du MINAT et constater qu'il n'est plus président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mamadou Mota allait se lever un beau matin et constater qu'il n'est plus le vice-président, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc il y a un problème de fond. Comme je l'ai exposé tout à l'heure, c'est celui d'écarter toute opposition sérieuse de l'élection de 2025, qui est un moment important pour assurer dans un premier temps la réélection frauduleuse de Paul Biya, et après maintenant voir comment les héritiers vont gérer la succession. Ce qui est désolant, M. Duval Fangwa, aujourd'hui, certains ont l'impression que nous défendons, nous autres de la société civile, nous défendons Maurice Kamto. Non, nous défendons la justice, nous défendons la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il est incompréhensible que dans une situation de jeu démocratique, on voit des acteurs descendre aussi bas parce qu'ils veulent régler les comptes à un homme, à une opposition. Ce qui se passe actuellement au Cameroun, je vous assure, je crois que les politologues, les jeunes politologues devraient dès à présent commencer à travailler sur le cas particulier du Cameroun. C'est pire que de la sorcellerie. Certains vont te dire c'est le jeu politique. Ce n'est pas ça la politique. Ils vont vous dire c'est de la stratégie. La stratégie commande l'intelligence. On fait la stratégie avec l'intelligence. Or, dans le cas précis, les adversaires du changement, les ennemis du changement, n'utilisent pas l'intelligence pour mettre en difficulté ou pour neutraliser leur vis-à-vis. Ils utilisent la police, la force policière
ils utilisent la gendarmerie, ils utilisent la justice, ils utilisent l'armée pour neutraliser. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme ils sont en position de pouvoir, ils peuvent donc manœuvrer à l'intérieur pour influencer les institutions qui devraient normalement être neutres. Et c'est très désolant. Et comme Willy a dit tout à l'heure, et pour nous autres crisologues, ceux qui ont étudié la sociologie des crises, moi je ne serais pas surpris. Je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait des réactions de révolte à partir de demain ou quand on invalide la candidature de Camto. Ce n'est pas un souhait. Je vous dis, tous les éléments conflictogènes ou chrysogènes sont rassemblés pour qu'il y ait une situation difficile, chaotique, même si on ne la souhaite pas. Je parle en tant que chrysologue. Et c'est comme ça qu'on avait alerté le gouvernement concernant le cas de Boko Haram. J'avais fait un article en 2013 pour le compte de Mondoblog de RFI en disant que c'est bien parti pour durer. Même chose en 2016 avec la manifestation des avocats et des enseignants. On a dit l'affaire risque de déboucher sur autre chose dans la zone anglophone. Aujourd'hui, si on s'en tient seulement au chiffre de 2020 de International Crisis Group, nous sommes à plus de 6 000 morts. Boko Haram, plus de 8 000 morts. Alors, on n'évolue pas, on ne dirige pas un pays en fonction des caprices personnels ou des intérêts individuels. Aristide Monod, dessinez pas le diable au mur, s'il vous plaît. Non, nous ne le souhaitons pas. Mais je voudrais, avant de continuer à donner la parole à Edmond Kamgia, indiquer que je recuse les termes que vous avez utilisés. Je crois que lui a parlé de résurrection. Il a dit qu'on a ressuscité Yebga. Moi, je crois que c'est un peu fort. Vous avez parlé de... Aristide Monod a parlé d'exhumer. Je crois que ce sont des termes que moi je recuse. Non, moi je recuse ces termes-là qui peuvent être assimilés à des propos insinuants. J'aurais souhaité par exemple qu'on dise que voilà, on l'a remis en selle. Voilà, on a remis. J'achète votre... D'accord, on l'a remis en selle. Il de minuit. Non, on l'a remis en selle. On l'a remis en selle, c'est mieux. Voilà, on avance. Alors, Edmond Kamgia, est-ce que... Pendant qu'il parle du MINAD, ça me rappelle un post de Christophe Boubiokono, confrère, avec un journal, Kalara, qui est spécialisé dans des questions judiciaires pour dire le sérieux, n'est-ce pas, non seulement de ce journaliste, mais également de son canard. Il a fait un post dans lequel il l'indexe quand même le ministre de l'administration territoriale sur un certain nombre de manœuvres. Je reprends ce post avec vous pour avoir votre avis. Après avoir laissé... Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.